je vous propose d'aborder maintenant le Zoom sur la méthanisation. Et nous allons commencer donc avec l'intervention de Céline Laboubé de Solagro, qui est chargée de projet bioénergie. Je vais peut-être dire juste un petit mot sur Solagro, même si certaines personnes ne connaissent pas. Et puis Céline, vous pourrez compléter au besoin. Donc, c'est une entreprise associative qui apporte son expertise dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture et de la forêt pour à la fois accompagner des projets, mais aussi en prospective, en formation, en recherche et développement. Et vous êtes basé à Toulouse. Alors, je suis allée faire un petit tour sur votre site et puis il y avait une actu 2020, année record des projets de méthanisation pour Solagro. Donc, c'est bien. Le chiffre, avec un chiffre France qui était annoncé de plus de 600 méthaniseurs agricoles en service en France. Mais au regard de ça, eh bien, un objectif ambitieux pour atteindre la neutralité carbone en 2050, avec un développement de la filière méthanisation qui doit s'accélérer pour atteindre 500 nouvelles unités par an d'ici 2030. Donc, on voit que le challenge est important pour atteindre les objectifs. Et donc, pour ça, il faut déjà bien s'approprier cette nouvelle technologie pour pouvoir développer des projets locaux. Et vous allez essayer de répondre aux principales questions qui peuvent se poser, notamment en termes de bilan agro-environnemental de cette filière. Exactement. Voilà. Donc, je vous passe la Merci. parole, Céline. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. C'est tout bon. Super. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, j'ai 20 petites minutes pour vous parler de la méthanisation et de son impact agroécologique. Alors, 20 minutes, c'est assez court finalement pour balayer ce sujet très vaste. Donc, j'ai dû faire le choix sur ce que j'allais vous présenter. J'ai choisi d'abord de vous parler du principe général de la méthanisation, histoire que tout le monde sache bien de quoi on parle. Ensuite, je vous parlerai des impacts agroécologiques de la méthanisation et je viendrai à la fin vous présenter les nouveaux critères d'éligibilité des projets méthanisation en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, tout d'abord, le principe de la méthanisation. Il faut savoir que la méthanisation est un processus de transformation de la matière organique fermentescible, C'est un processus naturel qui se fait par des micro-organismes qui sont des bactéries en absence d'oxygène. Donc, en méthanisation, c'est l'intérêt par rapport à d'autres processus de traitement. Rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, quand on va entrer dans un méthaniseur, un substrat, on va avoir deux produits en sortie, ce que l'on appelle le biogaz et le digestat. En effet, donc, les matières entrantes sont constituées en grande majorité d'eau et de matière organique et un petit peu de matière minérale. Dans le méthaniseur, les bactéries vont s'attaquer à la matière organique qui est facilement dégradable. Et donc, à partir de cette matière organique facilement dégradable, elles vont produire ce que l'on appelle le biogaz, qui est constitué donc en grande partie de méthane, à peu près aux alentours de 40 à 60% selon les installations, plutôt 40% dans le gaz de décharge, 60% dans les installations de méthanisation agricole, du CO2, de l'hydrogène sulfuré et quelques autres éléments de trace. Et donc, on va avoir de l'autre côté en sortie ce que l'on appelle le digestat, c'est-à-dire que c'est toute l'eau qui rentre dans le digesteur qui ressort, toutes les matières minérales et également la matière organique qui n'a pas été dégradée par les bactéries, c'est-à-dire la matière organique dite stable. Donc, ce digestat, il est très important en méthanisation, aussi important que le biogaz qui pourra être valorisé de plusieurs façons. Mais le digestat, lui, c'est un produit agronomique, on va dire, à haute valeur ajoutée, puisqu'il va avoir les propriétés fertilisantes et amendantes des effluents agricoles, mais avec des qualités agronomiques améliorées.
Donc, je précise, le digestat va avant tout être quasiment ou entièrement désodorisé. Pourquoi? Parce que en fait, les émissions de mauvaises odeurs lors du traitement des fumiers et des lisiers sont dues justement à cette matière fermentescible organique qui est en transformation et qui émet des mauvaises odeurs. Cette matière, elle aura été digérée dans le digesteur qui est hermétique et donc le produit en sortant est inodore. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un produit hygiénisé. C'est-à-dire que dans les lisiers et les fumiers, on peut retrouver des germes pathogènes, mais également des graines de mauvaises herbes qui vont être restituées au champ lors de la valorisation de ces effluents. L'intérêt de la méthanisation, c'est qu'on va chauffer ces matières-là à 40 degrés pendant une durée relativement longue qui, selon les process, va aller de 30 à 90 jours. Donc, en sortie, on va avoir un produit hygiénisé puisqu'on aura abattu 90% des germes pathogènes et 99% des graines de mauvaises herbes. Et pardon, c'est également un produit qui maintient le potentiel en termes de matière organique stabilisante et structurante pour les sols, puisqu'effectivement, je vous ai dit que les bactéries allaient s'attaquer à la matière organique facilement fermentescible, mais qu'on allait retrouver dans le digestat la matière organique dite stable. Et c'est cette matière organique-là, dite stable, qui est importante pour nos sols, on le verra tout à l'heure. Donc, on va avoir des matières qui vont entrer dans le digesteur, une réaction naturelle, un biogaz qui sera valorisé soit en production d'électricité, soit en injection après épuration dans le réseau de transport ou de distribution, et un digestat qui va avoir une haute valeur agronomique pour être valorisé. Alors, beaucoup nous demandent quel est l'impact environnemental de ces installations de méthanisation. On a regardé chez Solagro ce qui se passait au sein des exploitations agricoles qui étaient liées aux unités de méthanisation et également on a travaillé avec l'INRA de Narbonne sur l'ACV du biométhane issu donc de la méthanisation agricole. Donc là, je vous parle d'abord de l'impact de la méthanisation sur les exploitations agricoles. Dans le cadre du programme Casdar Métalae, qui s'est déroulé entre 2014 et 2018, nous avons suivi 46 exploitations agricoles qui étaient liées de près ou de loin à un méthaniseur. Certaines étaient liées à un méthaniseur intrinsèquement, puisqu'elles avaient le méthaniseur sur l'unité de méthanisation et traitaient sur l'exploitation et traitaient les effluents d'exploitation. D'autres exploitations agricoles faisaient partie de projets dits collectifs et elles faisaient que apporter leurs effluents et parfois même ne récupéraient pas de digestat. Donc, on avait vraiment tous les cas de figure dans le cadre de ce programme. Ce qui ressort d'un point de vue énergétique, c'est que globalement, sur les exploitations que l'on a suivies, la consommation en énergie brute est globalement stable avant et après méthanisation à l'échelle de l'exploitation. On peut cependant observer quelques variations de poste. Par exemple, avec méthanisation, on va avoir par exemple un peu plus de consommation de fioul qui sert notamment à l'épandage du digestat ou à la production de cultures intermédiaires à vocation énergétique. On peut aussi avoir la consommation d'un peu plus d'électricité en injection ou en cogénération quand on a valorisation de la chaleur par du séchage. En contrepartie, on va avoir moins d'achats d'engrais minéraux. On a noté en moyenne une baisse de 20% par hectare et par an, ce qui représente à peu près 20 kg d'azote économisé. Et on va également avoir moins d'énergie directe quand on a cogénération avec valorisation de la chaleur sur site. Par exemple, on va avoir certaines cogénérations qui vont servir à chauffer des bâtiments d'élevage ou à chauffer de l'eau chaude qui peut servir dans des process, des ateliers d'élevage. Donc, c'est un bilan qui est somme toute assez intéressant et positif, puisqu'on s'aperçoit que la méthanisation ne génère pas de surconsommation d'énergie. Et quand on intègre les économies liées à la production d'énergie renouvelable, on va avoir un bilan net énergétique qui est toujours amélioré grâce à la méthanisation.
Et on a même des fermes qui sont devenues des fermes à énergie positive, 6 sur le panel des 46, c'est-à-dire que grâce à la méthanisation, elles vont produire plus d'énergie que ce qu'elles ne consomment sur leur exploitation agricole. Toutes ne sont pas devenues énergie positive, mais il y en a qui ont quasiment atteint la neutralité énergétique avec 7 fermes qui ont une consommation nette très faible, puisqu'on est à moins de 200 mégawattheures par exploitation et non pas par hectare, comme c'est écrit sur cette diapositive. Donc ça, c'est sur la consommation d'énergie au sein des exploitations agricoles. Nous avons regardé également le bilan des gaz à effet de serre au sein des exploitations agricoles. Donc là encore, sur le bilan gaz à effet de serre brut, on note en moyenne une baisse de 10% à l'échelle de l'exploitation après méthanisation. Et si on rapporte ces émissions à l'hectare cultivé, on va avoir une baisse de 20% en moyenne, puisque la SAU a augmenté un petit peu après la mise en place de la méthanisation. La méthanisation permet d'éviter des gaz à effet de serre de 2 façons essentielles. D'abord en produisant une énergie renouvelable et également en stockant du carbone dans le sol. On s'aperçoit qu'avant la mise en place de la méthanisation, les gaz à effet de serre évités sont essentiellement dus au stockage de carbone dans le sol, puisqu'on va avoir quand même un développement des cultures intermédiaires pièges à nitrate, et un petit peu de production d'énergie renouvelable avec quelques installations de chaudières bois, par exemple, sur les exploitations agricoles, ou de photovoltaïque. Une fois la méthanisation mise en place, on s'aperçoit que ces ratios sont inversés, puisque effectivement la méthanisation va permettre de produire une quantité d'énergie renouvelable non négligeable. Donc la ressource principale de gaz à effet de serre évité, c'est la production d'énergie renouvelable. Et le stockage du carbone évité par l'implantation de cultures est toujours là, mais du coup en proportion moins importante que par rapport aux quantités d'énergie renouvelable produites. Si on intègre la production d'énergie renouvelable dans le bilan gaz à effet de serre, alors on s'aperçoit qu'on a en moyenne une baisse de 20% des émissions à l'échelle de l'exploitation. Et là, on a une seule exploitation qui est devenue neutre en émissions carbone, puisque effectivement, elle stocke plus de carbone que ce qu'elle n'émet, pardon. Elle arrivait à stocker 200 tonnes de carbone supplémentaires par rapport à ses émissions. Pour ce qui est de l'impact des gaz à effet de serre des unités de méthanisation, donc on a encore peu de données consolidées à l'heure actuelle. L'INRAE Transfer vient d'établir l'ACV, donc du biométhane issu de la méthanisation agricole. Les résultats n'ont pas été publiés dans leur intégralité. Et donc, je vous donne un avant-goût de ce qui va sortir dans cette étude. Donc, c'est une ACV qui a été conduite sur 2 scénarios types. Un scénario dit culture, où on va avoir un approvisionnement du méthaniseur essentiellement à base de cultures intermédiaires à vocation énergétique, avec une petite proportion de lisier et de fumier. Et on va avoir un scénario élevage, où là, on va avoir une grosse proportion de lisier et de fumier et une petite incorporation de cultures intermédiaires à vocation énergétique. Ce qu'il ressort de cet ACV, c'est que sur les 16 indicateurs environnementaux qui ont été étudiés, l'unité de méthanisation permet d'améliorer globalement les indicateurs ou en tout cas ne les dégrade pas. Ici, vous avez 2 graphiques avec l'indicateur sur le changement climatique et l'indicateur sur l'épuisement des ressources énergétiques, avec à droite le scénario avec méthanisation et à gauche le scénario sans méthanisation. Le périmètre de l'ACV a été donné pour une même quantité d'énergie produite ou consommée, c'est-à-dire que sans méthanisation,
on intègre la combustion de gaz naturel équivalente à ce qui est produit dans le scénario avec méthanisation. On s'aperçoit ici sur ce graphique que l'impact sur le changement climatique est amélioré grâce à la méthanisation, puisqu'on va avoir toutes les émissions liées à la combustion de gaz naturel qui vont être évitées et qui comptent pour quasiment 3/4 des impacts. Et en contrepartie, on va avoir des émissions évidemment liées à la production de cultures intermédiaires à vocation énergétique, à la gestion du digestat et à la gestion du biogaz, mais également on va avoir des impacts évités, notamment avec du stockage de carbone et de CO2 par les cultures intermédiaires à vocation énergétique, mais également on va avoir des engrais chimiques qui n'auront pas été utilisés. Ça fait le lien avec ce que je vous disais, ce qui a été constaté tout à l'heure sur les exploitations agricoles, où effectivement on constate une baisse moyenne de 20% sur les recours aux engrais chimiques. De la même manière, sur l'épuisement des ressources énergétiques, on s'aperçoit qu'on peut avoir quand même une baisse grâce à la méthanisation, quasiment de 50% des impacts. Donc, grosso modo, la méthanisation permet d'améliorer l'impact sur le bilan, sur les indicateurs environnementaux, selon 4 axes principaux. D'abord, on diminue le recours aux engrais minéraux. On réalise une meilleure gestion des effluents agricoles, puisque sans méthanisation, les lisiers et les fumiers vont être stockés entre 4 à 6 mois, souvent en bout de champ ou en fosse ouverte, alors qu'en méthanisation, on va les incorporer le plus rapidement possible dans le digesteur. Ça peut aussi être amélioré grâce à l'augmentation du stockage du carbone dans le sol, notamment avec le développement des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et on diminue le recours aux énergies fossiles. Il faut néanmoins faire attention à ces bilans environnementaux qui sont conditionnés strictement à la mise en œuvre de bonnes pratiques d'utilisation et notamment au niveau du digestat. En effet, la méthanisation va avoir un impact fort sur l'azote organique. Nos lisiers et nos fumiers vont être essentiellement constitués d'azote organique qui ne va pas être tout de suite disponible pour les plantes. Donc, elles vont être apportées au sol et puis il va y avoir un temps de transformation par les micro-organismes du sol pour que ce soit utilisable par les plantes. La méthanisation, elle, va faire ce travail-là au sein du méthaniseur et elle va nous transformer une partie de l'azote organique en azote dit minéralisé. Cet azote minéralisé, il est très intéressant en agriculture parce que c'est une forme qui est proche des engrais chimiques fossiles et qui sont beaucoup plus disponibles pour les plantes. Sauf que cet azote minéralisé, s'il est aussi beaucoup plus disponible pour les plantes, il va être aussi beaucoup plus lessivable dans l'environnement. Donc, si on l'utilise mal, il va pouvoir avoir des effets inverses en termes d'impact environnementaux. Donc, dans les résultats de l'ACV que je vous ai montré précédemment, le digestat est stocké dans une fosse fermée, couverte, avec valorisation du biogaz résiduel qui pourrait être produit pendant le stockage du digestat. À cette pratique de couverture du digestat est également ajouté un matériel d'épandage performant, puisque le digestat liquide dans cet ACV est épandu par enfouissement. Dans ces deux graphiques ici, couverture du digestat et épandage du digestat, vous avez l'impact de la méthanisation sur 4 indicateurs environnementaux si ces bonnes pratiques ne sont pas respectées. Donc, vous voyez ici que quand on ne couvre pas la fosse de stockage du digestat, on peut avoir des émissions qui sont importantes en termes de volatilisation de NH4, qui pourraient avoir un effet négatif, notamment en termes d'émissions de particules fines ou d'acidification des milieux. Alors là, on a un impact qui est légèrement plus important que le scénario de référence. Par contre, on s'aperçoit que quand on utilise le mauvais matériel d'épandage du digestat, on peut en avoir un impact négatif beaucoup plus fort que sur un lisier ou un fumier. Donc, il est
très important de développer des unités de méthanisation qui soient vertueuses pour l'environnement. Et donc, il faut couvrir le stockage de la fosse de digestat et épandre du digestat au plus près du sol, dans des conditions optimales et quand la plante en a besoin. Parmi les autres interrogations qui se posent par rapport à la méthanisation, c'est l'impact du digestat sur nos sols et particulièrement sur la matière organique de nos sols. Alors, pour répondre à cette question-là, il faut déjà savoir un peu comment se constitue la matière organique de nos sols. On s'aperçoit que ici, notre sol est constitué à peu près de 90% de particules minérales et de 1 à 10% de matière organique. 1 à 10% de matière organique, ça reste une palette très large et c'est vrai pour des sols variables comme des sols forestiers. En agriculture en France, on est plutôt aux alentours de 1 à 3% de matière organique dans nos sols, voire 5% pour les sols les plus profonds et les plus riches. Dans ces quelques pourcentages de matière organique, on va avoir deux formes de matière organique. On va avoir 70 à 90% de matière organique stabilisée, c'est-à-dire l'humus, et on va avoir 10 à 30% de matière organique dite active. Dans cette fraction active, on va à la fois avoir la fraction fermentescible facilement dégradable, qui va servir de carburant aux micro-organismes vivants du sol. Selon la fraction à laquelle on s'intéresse, on va voir qu'elles vont avoir une durée de vie différente dans le sol. Les matières organiques, elles vont vivantes, les micro-organismes, elles vont avoir une durée de vie de 6 mois à 2 ans. La matière fermentescible facilement décomposable, elle va être aux alentours de 2 à 20 ans. Et la matière organique stabilisée, elle va être plutôt sur une durée de vie longue, avec plusieurs centaines d'années de durée de vie. Alors, pourquoi s'intéresser à la matière organique du sol? Bien parce que cette matière organique du sol, elle va avoir un rôle important dans la vie et dans la biologie de notre sol. D'abord, elle va jouer sur le flux et la quantité de l'eau retenue dans le sol. Elle va avoir un impact sur l'activité biologique des sols et elle va avoir un impact aussi sur la fertilité chimique et la structuration des sols. Et pareil, elle va également avoir un impact sur le climat parce qu'elle peut servir de stockage du carbone. Donc, plus le taux de matière organique est élevé dans notre sol, plus il sera efficace dans son rôle. Hop, pardon. Sauf que les différentes matières organiques dont je vous ai parlé juste avant ne vont pas jouer le même rôle. On voit que les matières organiques qui persistent longtemps, c'est-à-dire l'humus, va jouer un rôle sur le climat, sur la rétention de l'eau, sur la stabilité des sols et sur la fertilité chimique, tandis que les matières organiques qui se biodégradent rapidement vont concerner plutôt l'activité biologique des sols et la fertilité chimique des sols. Alors, quand on regarde l'impact de la méthanisation sur la matière organique qui va être restituée au sol, on s'imagine, on s'intéresse à différents niveaux. Donc ici, sur cette diapositive, nous avons simulé grâce à un outil qui s'appelle Simeos AMG, l'évolution de la matière organique dans les sols à long terme, parce qu'en fait, la matière organique évolue très lentement, à un pas de temps de 25 à 30 ans, et donc on utilise des simulateurs pour prédire l'impact d'un changement d'une pratique. Donc ici, sur ce graphique de gauche, vous avez l'impact de la méthanisation selon le type de matière qui est rapportée au sol. C'est-à-dire, on est sur un système agricole ici classique avec maïs, blé, orge, un labour 2 années sur 3, un taux de matière organique moyen aux alentours de 2,5%. On a simulé le remplacement d'un fumier pailleux 1 année sur 2 par un digestat solide 1 année sur 2. On s'aperçoit que les deux courbes se superposent. Il n'y a pas d'oubli de courbe, hein, c'est vraiment que les deux courbes se superposent. Donc, que l'on apporte du digestat solide ou un fumier pailleux, ça ne va pas avoir de changement
sur le carbone organique qui va être stocké dans le sol. Nous avons fait la même simulation ici en remplaçant un compost de fumier apporté une année sur 2 par un digestat solide apporté une année sur 2. La différence avec le scénario de départ ici, c'est qu'on a une teneur en matière organique globalement élevée puisqu'on est à 5% dans l'état initial. On s'aperçoit ici que globalement, on va avoir une baisse du stock de carbone organique dans le sol parce qu'un sol agricole qui a une teneur en carbone élevée est difficile à maintenir avec un niveau aussi élevé, mais que globalement, la méthanisation va permettre d'avoir une baisse un peu moins importante qu'avec un compost de fumier. Donc là encore, ce n'est pas le fait d'avoir méthanisé la matière qui va influer sur l'évolution du carbone, mais c'est bien le système initial et le produit qui est apporté. Ici, on s'aperçoit que le compost de fumier est un petit peu moins bon que le digestat solide. On a regardé également l'impact avec des cultures intermédiaires et de la matière organique. Donc là, on est revenu sur un système avec une teneur organique en matière organique moyenne, pardon, de 2,5%. Et donc, sur le système initial, on avait une rotation de céréales de 4 ans avec des cultures pièges à nitrate avant le tournesol et on faisait un apport de fientes de volaille avant le colza. Dans la situation après méthanisation, on a remplacé les sipans par des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, et on a mis du digestat en échange de la cive. Et là, on s'aperçoit effectivement que le scénario avant méthanisation a un stock de carbone beaucoup moins important que le scénario après méthanisation. Pourquoi? Parce que la mise en place de cultures intermédiaires à vocation énergétique va permettre de créer plus de matière organique dans le sol qu'un simple couvert hivernal. Et donc, malgré le fait que l'on va le méthaniser, on va avoir un apport en matière organique qui est plus important sur le système. J'accélère un petit peu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la méthanisation ne va pas avoir d'effet sur le carbone qui est apporté au sol. Je parle bien du carbone stable, celui qui crée l'humus, mais que l'important, c'est le changement des pratiques de l'exploitant au sein du système. Parmi les autres interrogations qui peuvent se poser, justement, c'est l'impact de la méthanisation sur la microbiologie du sol, hein, puisque je vous ai dit qu'on allait apporter moins de matière fermentée cible qui nourrit les micro-organismes du sol. Pardon. Donc ici, vous avez un graphique qui montre la diversité des vers du sol, 7 jours avant épandage du digestat et 14 jours après épandage du digestat. Digestat brut en première colonne, digestat liquide en seconde colonne, lisier en troisième colonne et azote minéralisé chimique en dernière indication. On s'aperçoit globalement que à chaque fois, après apport du fertilisant, on va avoir quand même une stimulation de la biomasse de vers microbienne dans le sol et que globalement, la situation est meilleure avec un digestat brut, un digestat liquide que par rapport à une fertilisation chimique. On s'aperçoit aussi qu'on n'a pas de différence réelle entre l'impact, l'épandage d'un lisier et l'épandage d'un digestat brut ou liquide, puisque les écarts types sont assez variables pour dire qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux indicateurs. Pardon. Pour conclure, la méthanisation dans votre région est soutenue par l'ADEME et par la région au travers de subventions. Pourquoi la région souhaite développer la méthanisation? Pour plusieurs raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit, pour réduire les gaz à effet de serre et notamment les émissions de méthane liées au stockage des éjections animales en agriculture, pour produire des amendements et des fertilisants organiques
dits renouvelables et locaux qui vont venir se substituer aux engrais chimiques, pour faciliter la mise en place d'un levier pour développer la pratique de culture intermédiaire à vocation énergétique, et pour aussi créer une activité complémentaire et cohérente par rapport aux ateliers de la ferme qui sont parfois des revenus globalement faibles. On sait que nos agriculteurs ont du mal à avoir un niveau de vie acceptable à l'heure actuelle. Et puis la méthanisation, c'est aussi intéressant pour votre territoire et pour l'industrie, puisque ça permet effectivement de recycler des biodéchets de l'industrie agroalimentaire, des collectivités ou peut-être même des ordures ménagères. Et ça favorise le développement énergétique, l'autonomie énergétique pardon, du territoire et des entreprises. Alors oui, mais pas n'importe comment soutenir la méthanisation. Votre région a décidé de soutenir une méthanisation vertueuse. Et donc, pour cela, il faut que les apporteurs au capital détiennent au moins 50% de la ressource. Ça, c'est important pour garantir la pérennité des unités de méthanisation, pour pas qu'il n'y ait de concurrence entre elles. Elles ne veulent pas que les méthaniseurs de Bourgogne-Franche-Comté incorporent de cultures énergétiques dédiées qui viendraient en concurrence d'une production alimentaire humaine ou animale. Et l'introduction de cultures alimentaires à vocation énergétique est autorisée, mais dans une certaine limite. Partout en France, on voit fleurir des projets qui vont traiter uniquement ce type de culture. En région Bourgogne-Franche-Comté, les projets vont être limités à maximum 30% de l'approvisionnement dans les méthaniseurs. La région Bourgogne-Franche-Comté ne veut pas que ces cultures soient des cultures irriguées par rapport au problème d'accessibilité à l'eau. Et elle ne veut pas non plus que ces cultures soient fertilisées avec de la fertilisation minérale pour qu'on soit vraiment dans un système vertueux. En termes de limitation des gaz à effet de serre, par rapport aux nouvelles conclusions qu'on a eues des ACV récentes, la région et l'ADEME veulent que le stockage du digestat soit couvert et que le biogaz soit récupéré, et que le digestat liquide ou brut soit épandu à minima avec une rampe pendillard ou de l'injection. En valorisation énergétique, la cogénération, qui produit de la chaleur, doit la valoriser au minimum à 50% pour que les projets soient retenus. Enfin, il faut être conforme avec les règles nationales et européennes et avoir été accompagné par des entreprises labellisées Calimeta. C'est un nouveau label en filière méthanisation, gage du sérieux des entreprises qui accompagnent les porteurs de projets. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup Céline pour cette présentation très complète. Et puis on finit par un point important là sur les critères d'éligibilité. Et on voit dans notre région, on privilégie des projets plus vertueux possibles en termes environnementaux. Par ailleurs, je disais en introduction de votre intervention, voilà, il y a un challenge important pour arriver à développer cette filière. Du coup, est-ce que vous auriez des recommandations pour la région Bourgogne-Franche-Comté pour peut-être à partir de votre expertise sur d'autres régions françaises, pour arriver à accélérer le développement tout en prenant en compte tous ces critères agro-environnementaux? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, en ce moment, la filière méthanisation a un certain nombre on va dire, de durcissements, de restrictions tarifaires, etc., qui font qu'aujourd'hui, même si la méthanisation a connu ces dernières années un développement, on va dire, assez important par rapport à ce qui existait déjà, on craint aujourd'hui effectivement un ralentissement de nouveau de cette filière pour plusieurs raisons, parce que déjà on a des tarifs d'achat qui sont revus à la baisse à l'heure actuelle. On a des financeurs qui souhaitent se retirer au niveau des
des soutiens publics notamment, de plus en plus. Et on a de plus en plus de contraintes, on va dire, pour que notre filière soit vertueuse, à savoir couverture des éléments de stockage, utilisation de matériel d'épandage de plus en plus important. J'ai envie de dire, aujourd'hui, la filière est en train de se réajuster pour voir comment les projets de demain vont pouvoir sortir tout en étant rentables. Je pense que, contrairement enfin, l'idée, c'est que pour faciliter le développement de cette filière-là, mais ce n'est pas propre à votre région, hein, c'est vrai partout en France, c'est de faciliter l'appropriation de cette technologie par le grand public, parce qu'aujourd'hui, malgré toutes les restrictions que je viens de vous annoncer, les porteurs de projets sont toujours motivés pour développer de la méthanisation agricole ou collective, notamment par rapport à toutes les externalités que la méthanisation apporte aux exploitations agricoles, hein, plus de souplesse, plus de cohérence, un revenu complémentaire. Mais les filières sont fortement freinées aujourd'hui à cause de l'acceptabilité et de l'appropriation locale. Et je crois qu'il est très important pour favoriser le développement de cette filière-là, de communiquer sur l'intérêt de cette filière et que chaque citoyen puisse en mesurer les impacts positifs pour soutenir nos agriculteurs et non pas pour les bloquer. Très bien, merci beaucoup. Marie-Lise, dans le chat, je pense qu'il y a des questions. Oui, alors beaucoup de réactions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions là. On reprendra chacune d'elles et on vous répondra, on essaiera de vous répondre par écrit. Donc, moi, j'avais envie de donner la parole à Daphné Callot du Grand Autunois, qui finalement se pose la question des conséquences que la méthanisation peut avoir sur le métier d'agriculteur. Voilà, donc si elle veut reposer un peu sa question, donner un peu plus de précision sur son idée. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, en fait, cette réflexion, je la relais aussi parce que là, en ce moment, notre communauté de communes est en train d'élaborer son plan climat, air, énergie. Et dans ce cadre-là, on est dans la phase concertation avant de construire la stratégie. Et nous avons notamment organisé une réunion dédiée avec les agriculteurs. On a parlé de la méthanisation. Alors, la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, c'est au nord de la Saône-et-Loire. C'est une région d'élevage, élevage bovin, donc extensif. La conclusion des agriculteurs, c'est que pour eux, la méthanisation n'était pas appropriée à leur mode de culture. Donc là, c'était même pas c'était même pas le grand public qui était réticent. Et un agriculteur a témoigné, il a dit, moi, mon voisin, je crois que c'était, où il est allé visiter un site de méthanisation, et il a fait le constat que, en fait, c'est triste d'entretenir un méthaniseur parce que vous êtes, voilà, il a dit, le pauvre gars, il passe ses journées, je vais parler trivialement, mais à manipuler de la merde, hein, voilà, c'est ça, et c'est pas très… Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, je pense aussi que au-delà des réflexions sur l'impact environnemental, on peut aussi se poser la question sur l'impact sociétal de ce que ça veut dire pour le métier d'agriculteur. Voilà, est-ce que c'est gratifiant ou pas? Et c'est pour ça que je relayais cette question, sachant que je ne suis pas agricultrice. Mais c'est le constat, voilà, c'est un constat que j'ai entendu par un agriculteur. Donc, ça peut toujours être intéressant aussi de se dire la volonté de faire, c'est… Voilà. Alors, je suis ravie de cette question et elle est très surprenante parce que généralement, c'est plutôt l'inverse qu'on nous reproche en nous disant, voilà, les agriculteurs vont vouloir être des énergiculteurs et vont à tout prix vouloir arrêter l'élevage.
Donc, c'est bon de effectivement savoir que certains s'inquiètent quant à l'attractabilité du métier. Alors, j'ai envie de dire que la question, elle est très vaste parce que ça va dépendre de la typologie de projet que l'on va avoir. Si on est sur un projet collectif où on ne fait qu'apporter les matières et récupérer du digestat, l'unité de méthanisation va très peu changer le travail de l'exploitant sur son exploitation agricole, puisqu'on va avoir quelqu'un de dédié au transport des matières et à l'exploitation de l'unité de méthanisation à proprement parler. Si on a une méthanisation individuelle sur l'exploitation, c'est là que le cœur du métier va changer. Et il faut que la charge de travail, parce que ça représente du travail, soit suffisamment bien anticipée en amont pour que la méthanisation ne devienne pas trop lourde pour l'exploitation agricole. La méthanisation, c'est du boulot. Sur un projet individuel, il faut prévoir à peu près 2-3 heures par jour, qui consiste effectivement à l'alimentation des matières entrantes. Donc, c'est là qu'on va brasser du fumier, mais pas que, parce qu'il faut regarder tous les outils de contrôle de ce qui se passe dans la biologie du digesteur. Un digesteur, c'est comme un estomac de vache, hein. Donc, il faut que la biologie soit respectée pour qu'il fonctionne correctement. Dans le cadre du programme Métal, je vous ai dit, on a rencontré 46 exploitations agricoles. On leur a posé la question de est-ce que si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous le referiez? On a 98% des exploitants qui nous ont dit que oui, sans aucun doute, ils le referaient. Ils le referaient techniquement légèrement différemment, mais quasiment tous repartiraient. Et ce qui est très intéressant dans ce qui ressort de ce programme, c'est qu'ils nous ont dit que la méthanisation leur avait apporté de la cohérence dans leur exploitation agricole et de l'efficacité. C'est-à-dire que la méthanisation, ce n'est pas un simple outil de production énergétique, comme on peut l'entendre, où on va juste alimenter en fumier et on va faire de l'énergie. C'est un vrai outil de performance des exploitations parce qu'en fait, déjà, on va lier l'atelier élevage avec l'atelier énergie, avec l'atelier fertilisation des cultures. Donc, c'est une vraie boucle. Et puis, ça va permettre aussi au sein de l'atelier culture de tester des choses qu'on ne pouvait pas forcément tester parce que une culture, quand elle est perdue sans méthanisation, c'est de l'argent perdu. Avec méthanisation, elle peut toujours être valorisée. Donc, on a des agriculteurs qui nous ont dit que ça avait leur avait redonné un vrai regain d'intérêt par rapport à leur métier, que ça leur donnait un côté innovant. Et du coup, je n'avais pas du tout l'a priori que vous me ramenez là. D'accord. Encore une autre question, Marie-Lise? Alors, une question sur ce que vous sur ce que vous venez de présenter, pardon, Céline. Est-ce que sur les deux scénarios, donc élevage ou culture, on a les mêmes gains en termes d'impact sur le changement climatique? Alors, on a globalement le même effet sur les impacts, mais avec des résultats plus forts pour le scénario élevage. Parce que que je vous ai dit, ce qui pesait beaucoup dans les émissions de gaz à effet de serre et dans les autres indicateurs comme les particules fines, etc., c'est la gestion des lisiers et des fumiers, et notamment leur stockage. Donc, plus la proportion de lisier et de fumier dans le méthaniseur va être grand et plus l'impact de la méthanisation va être amélioré. Donc, on a des impacts plus forts et plus positifs en scénario élevage qu'en scénario culture. Merci. Une dernière question, si... Alors, plus sur la valorisation du biométhane en carburant pour les engins agricoles, elle est envisageable à moyen terme d'un point de vue technique et économique pour une installation? Alors, d'un point de vue technique, j'ai envie de vous dire oui. On a les premiers tracteurs au biogaz qui commencent à arriver chez les constructeurs. Ensuite, va se poser la question économique et de la qualité du biométhane qu'il va falloir pour alimenter ces tracteurs. Parce que donc, si on est sur une plateforme en injection, on va pouvoir directement, le biométhane sera épuré et donc on pourra probablement le détourner pour alimenter notre engin agricole. Par contre, si on est sur une installation en cogénération, je ne suis pas sûre que l'épuration du biogaz
plus son stockage soit envisageable à court terme pour alimenter des tracteurs. Donc, j'ai envie de dire, sur le plan technique, on n'est pas loin, mais c'est sur la faisabilité économique dans les projets individuels à la ferme qu'il faut encore que la filière travaille. Merci Céline. Avec plaisir. Merci beaucoup.